Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 314e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Stéphanie Chailloux pour son roman Le goût de la trahison aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia, qui est dirigée par Manon Frappa, qui est aussi présente et avec laquelle vous pouvez aussi interagir. J'aimerais déjà, Stéphanie, que vous nous parliez de votre parcours. Vous êtes autrice de poésie notamment, et on comprend également à quel point je pense que ça paraît important dans le goût de la trahison aussi. Et de fiction, bien entendu, vous avez publié dès 2015 L'homme incertain. Certains de vos romans ont été adaptés au théâtre notamment. Euh, et j'aimerais qu'on parle aussi de ça, puisque le goût de la trahison, bien entendu, a ce petit côté théâtral dont on parlera un petit peu plus tard, mais j'aimerais que vous nous parliez de peut-être de l'interstice entre les derniers livres que vous avez écrits et le goût de la trahison. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux, les deux derniers livres? Bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre effectivement la parution en 2020 d'Un jour d'été que rien ne distinguait et puis Le goût de la trahison? Il s'est passé 4 années durant lesquelles alors il n'y en a pas de traces encore aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup que ça prenne forme. Durant lequel j'ai notamment écrit un livre jeunesse, c'est-à-dire un livre pour les enfants, un conte en l'occurrence. Et c'est peut-être là que se trouve l'origine du saut ou du pas que représente le goût de la trahison, puisque je suis passée d'une veine qu'on peut qualifier d'autobiographique à quelque chose de réellement totalement fictionnel. Et je pense que pendant ces 4 ans, pendant cette expérience de création d'un texte littéraire totalement imaginé, totalement inventé là pour des enfants. Mais voilà, j'y ai trouvé énormément de plaisir. Je ne savais sans doute pas que j'en étais capable, mais en tout cas, je me le suis montré. Et puis, ça a été, je pense, important pour expliquer cette entrée dans un nouveau cycle de la création pour moi, avec le goût de la trahison. Alors, j'aimerais qu'on demande aussi à Manon, l'éditrice qui publie Le goût de la trahison, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce roman? Comment as-tu découvert également le manuscrit? Quel travail vous avez fait ensemble aussi pour que le texte soit d'un tel cadre finalement? On a l'impression qu'il y a un cadre si précis sur chaque mot, sur chaque phrase, rien ne dépasse. Comment vous avez travaillé la matière ensemble, la matière de Stéphanie? C'est une vaste question. Comment m'est arrivé le manuscrit? Stéphanie est une autrice qu'on publie, donc évidemment, elle m'en a parlé et puis elle me l'a envoyé. Ce qui m'a plu, de toute façon, moi, je trouve que Stéphanie Chaloux, dans tous ses romans, elle a une écriture très particulière et très aboutie. Euh, enfin, de toute façon, moi, je suis séduite par son écriture. Après, dans ce roman-là, je trouve que le tour de force, c'est que c'est un roman qui ne parle pas d'un événement. Je veux dire, la narration est très simple, finalement. Il se passe pas de grandes narrations terribles avec des péripéties. Le cadre est assez ténu. C'est ces deux personnes qui vont se rencontrer, qui vont devenir amies, et puis quelque chose se passera et l'un des deux va souffrir. Et malgré tout, malgré la simplicité quelque part du dispositif, la simplicité de l'histoire et du cadre, je trouve qu'elle a le pouvoir d'installer une tension qui va vraiment nous tenir du début à la fin, qui va impliquer nos intuitions. C'est un roman où elle prend pas le lecteur pour un imbécile, c'est-à-dire elle sème des indices que nous-mêmes pouvons remettre en place pour comprendre ce qui arrive au protagoniste, mais sans nous mâcher le travail. Et je trouve qu'avec une telle économie, tant dans le dispositif que dans la langue, d'arriver à un résultat aussi efficace, c'est honnêtement incroyable. Et effectivement, le travail, comme vous le dites, en fait, ça a été un travail euh, minutieux où justement on s'est interrogé sur chaque image, à essayer de lutter contre des facilités qui pouvaient rester, même si c'était déjà quelque chose assez ténu, avec déjà de très construit, mais de se dire, voilà, quand on est dans un roman aussi économe,
On peut pas se Oui. permettre les béquilles, on peut pas se permettre les clichés, les formules qu'on aime bien s'entendre dire, mais qui finalement n'ont pas vraiment de place à part dans la narration. Donc ça a été un travail voilà, de s'interroger sur la justesse et l'importance de chaque phrase, quoi. Et justement, par rapport à vos anciens romans, Stéphanie, comment vous avez évolué par rapport à votre style, à votre écriture, à votre manière d'évoluer en tant qu'autrice? Est-ce qu'il y a eu une véritable évolution? Est-ce que vous êtes un caméléon et vous vous mettez dans chaque livre avec une nouvelle plume, une nouvelle voix finalement? Ou au contraire, l'œuvre Stéphanie Chailloux est quand même ancrée dans un système particulier, singulier? Ce roman a été différent des autres parce que, comme je le disais au début, l'entretien, c'est une fiction. Donc, c'est une fiction, une vraie fiction. Ça n'a pas tellement sens de le dire comme ça, mais c'est une fiction. Et j'ai moins été dans une écriture, j'ai plus été dans une écriture de la forme, d'invention de situation, d'invention de personnages, d'invention d'action, c'est-à-dire de partir de zéro et puis de poser les pierres comme ça une à une d'un édifice, donc un travail de construction. Donc j'ai plus été dans ce schéma que celui dans lequel j'avais pu me tenir auparavant, qui était plus quelque chose de l'ordre du flux, de l'ordre d'une écriture organique très guidée par des énergies intérieures, voilà, des choses comme ça. Et là, ça a vraiment été un travail. Donc au début, c'était pas nécessairement très confortable pour moi. J'ai dû m'ajuster, trouver ma bonne mesure pour me sentir à l'aise dans l'exercice. J'avais l'impression d'être un peu maladroite au début, un petit peu pataude, entre guillemets. Mais voilà, donc c'était nouveau. Le geste d'écriture était nouveau. Et en ce sens, il y avait à la fois une dimension de défi, mais c'était intéressant. C'était intéressant. Alors, on va se focaliser sur ces deux personnages, mais pas que. On parlera aussi des épouses de ces deux hommes qui ont un rôle passif, mais en même temps qui... Vous êtes une sorte de magicienne du faux thriller tout à l'heure, du faux semblant. On a l'impression que vous nous donnez des informations, mais on va dans une autre direction, évidemment, la plupart du temps. Et je trouve que c'est intelligent de votre part, vraiment, d'être autant dans la subtilité. C'est ça qui est très fort dans ce roman-là, c'est que la subtilité nous amène quelque part sans s'en rendre compte. Une fois de plus, on a l'impression que Paul et Marc vont peut-être vivre une histoire, une longue histoire d'amour. Vous nous amenez totalement ailleurs. J'aimerais qu'on parle de ces deux hommes. Paul Delacroix, qui est ingénieur en informatique, qui vient d'être recruté par la cimenterie de Saint-Nazaire, où travaille justement Marc, lui aussi ingénieur. Marc Dumont, qui est marié à Hélène, professeur de lettres au lycée. Et vous situez ces deux personnages-là dans une classe moyenne supérieure, une sorte de petite bourgeoisie, tranquille, sans véritable problème. C'est un choix fort aussi de ne pas mettre de choses superflues, de ne pas mettre de paillettes. En fait, c'est ça qui est très fort, c'est que je trouve que vous faites une abstraction totale de paillettes dans les personnages. Et c'est un choix fort, je trouve, aujourd'hui, à une époque où on essaye d'en mettre un petit peu plein les yeux au lecteur. Là, on repart sur une base saine, une base extrêmement cadrée. Ce choix-là, il m'intéresse particulièrement. Mais l'idée, c'était effectivement en plantant un décor de celui que vous venez de décrire, hein, c'est-à-dire on est dans de la classe moyenne supérieure, des familles hétérosexuelles très normées, on est sur des schémas très normés, c'est ça vraiment l'élément central. Et en choisissant ce décor, de mettre en scène les émotions dont je voulais parler dans ce décor, l'idée, c'était d'augmenter aussi l'effet de dérèglement. C'était de faire retentir de manière encore plus importante les émotions qui vont traverser ces deux hommes par le fait qu'ils sont par ailleurs dans des modes de vie très encadrés, qui procèdent pour certains d'une forme de routine ou d'habitude, où les choses les situations sont réglées, les personnes se sentent en sécurité. Et voilà, l'idée, c'était que l'effet de contraste soit fort. Et puis, l'enjeu aussi, c'était de se dire finalement, je pense que si Paul et Marc se racontaient à eux-mêmes l'histoire qu'ils étaient en train de vivre ou qu'ils sont en train de vivre, ben voilà, ils sont heureux, ils ont une famille, ils ont un bon travail, ils vont le week-end dans leur maison secondaire, tout est parfait. Et pour
pointer derrière ça l'histoire qui en fait va se passer. C'est-à-dire il y a l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Chacun, on a tous des storytelling, je pense, hein. L'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes sur ce qu'est notre vie, ce à quoi elle ressemble, ce vers quoi elle tend, ce qu'elle est en train de construire. Et puis ce qui effectivement nous anime et qui parfois ne rentre pas strictement dans le cadre ou vient bousculer le cadre ou vient questionner les choix fondamentaux qui ont été faits par chacun et chacune. Voilà, d'où ce choix d'une grande stabilité, d'une grande normalité pour venir la bousculer et la questionner de l'intérieur. Et le deuxième choix fort, c'est évidemment de parler d'amitié masculine. On en voit bien peu dans la littérature aujourd'hui. C'est un choix aussi extrêmement fort parce qu'il est souvent teinté de patriarcat la plupart du temps. On a l'impression que deux amitiés masculines ne peuvent pas forcément être racontées, ou en tout cas quand elle est un petit peu trop, quand les deux hommes sont un petit peu trop proches, on tombe très vite dans l'imaginaire d'une relation sexuelle, amoureuse. Ce choix-là de relations masculines, de relations amicales masculines, mais peut-être que ça ira, ça va un petit peu plus loin. On en parlera peut-être après sur la question du désir, sur la question de la sexualité, qui n'est pas très évoquée dans le roman, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté, justement, d'évoquer, d'invoquer même cette amitié masculine? Mais l'idée, en fait, c'était, le point de départ du roman, c'est mon souhait de mettre en scène des sentiments, ces émotions, c'est-à-dire ce qui va se passer entre Marc et Paul. Ces sentiments de forte attraction, de fascination, le plaisir intense qu'ils éprouvent à se fréquenter, à se découvrir, à s'appréhender. Voilà. Et le fait de placer ces sentiments via deux personnages masculins plutôt que deux personnages féminins, ou j'aurais pu aussi faire un personnage féminin, un personnage masculin. L'idée, c'était à la fois de déjouer un petit peu tous les clichés qui, euh, qui sont encore actifs sur la question des hommes et des femmes, c'est-à-dire là, les hommes, en l'occurrence, sont dotés de sentiments qui les dépassent, de sentiments qui les bousculent, quand les femmes incarnent peut-être de façon plus marquée une forme de rationalité, une forme de distance. Alors pour Claire, qui peut sembler parfois froide, pour Hélène, qui peut étonner parce elle ne va pas réagir comme il pourrait être attendu qu'elle le fasse, c'est-à-dire en, en tentant quelque chose dans le réel, mais elles sont toutes les deux assez, euh, assez observatrices et assez conscientes des limites de ce qu'elles peuvent faire ou pas faire, de leur influence sur la situation qui est en train de se produire. Voilà, donc l'idée, c'était de déjouer les clichés, les stéréotypes qui animent encore nos esprits sur la répartition des qualificatifs ou des compétences entre les hommes et les femmes. Et c'est même une question de la relation fusionnelle, la question de la fusion entre deux êtres. Oui. Comment vous l'abordez? Parce que vous la prenez d'un point de vue extérieur omniscient. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une fusion parfois, par certains moments unilatérale, parfois partagée, mais on voit quand même que du côté de Paul, elle est moins partagée que du côté de Marc. Marc s'investit beaucoup plus dans cette relation. En tout cas, j'ai eu l'impression. Mais c'est la question de la fusion. Comment vous décririez la fusion entre deux êtres? Bah, c'est ce que tente le livre, hein. Non, là, les sentiments par lesquels il passe, c'est à la fois. Il y a beaucoup peut-être que ce qui ressort, ce qui est peut-être le plus important, c'est le plaisir qu'ils ont à passer du temps l'un avec l'autre. Et puis l'espèce d'évidence dans laquelle les choses s'articulent entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se mettre d'accord pour faire les activités, que ce soit la pêche ou le vélo ou le tennis. Il y a une sorte il n'est pas nécessaire de s'ajuster. Il y a quelque chose qui est très naturel entre eux et qui à la fois les étonne et qui en même temps les séduit et qu'ils alimentent. Alors, il y a tout un temps pendant lequel cette relation fusionnelle est très réciproque. Et puis, il y a dans le livre une forme de décalage entre ce qui va se passer pour Paul et ce qui va se passer pour Marc. Et puis, produire cette séparation douloureuse pour l'un. Et il y a en effet cette fluidité qui est évidente. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait, je crois, aucun dialogue entre eux. Il me semble qu'il n'y a peut-être, mais je suis même pas sûr qu'il y en ait un seul. Et je trouve ça très fort d'arriver à faire émerger une relation masculine ou autre, peu importe, mais une relation entre deux êtres sans les faire dialoguer.
Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Il y a peu de dialogue finalement dans le livre. On a toujours ce point de vue extrêmement extérieur, mais entre eux, on aurait pu penser qu'il y aurait pu y avoir quelques dialogues. Comment s'est passée cette création de relations intrinsèques avec ces deux êtres? Ça, ça, ça se met en place. C'est vrai que le dialogue, c'est pas quelqu'un, il y en a très peu pour ne pas dire pas du tout. Ça passe plutôt par des descriptions de situations, de scènes, des paysages, le fait de voir des paysages ensemble, le fait d'éprouver des sentiments similaires, ça passe par ce type de choses. Euh, comment répondre à cette question? Tout n'est pas, ça s'opère aussi par le récit qui avance. Enfin, je veux dire, je décide pas, je décide pas comme ça au moment d'écrire de me dire, je vais dire enfin oui, c'est pas aussi conscientisé que ça ou ça s'opère dans le livre à travers un tas de petites choses infimes. Et donc, c'est le fait que ce qui se produit ou ce qui traverse les êtres, ben c'est presque rien. Enfin, je veux dire, c'est de l'ordre de l'invisible. Et l'idée, l'enjeu, c'était de tenter de rendre compte de de ces flux qui les traversent, de ces flux de désir, d'attraction, de joie, mais aussi de peine, sans les nommer explicitement, c'est-à-dire sans le rendre sensible, sans l'expliquer ou sans le nommer. Ça, c'est un des enjeux importants du livre, de se tenir comme ça dans cet infra ordinaire, sous la surface des choses. Quand j'ai dû présenter le livre avant qu'il sorte aux représentants, j'avais cette formule de dire, c'est pas un livre sur, c'est un livre sous. C'est-à-dire, c'est un livre qui traite de ce qui se passe sous la surface des choses, sous la surface des êtres, sous le langage, sous même ce qui se voit, sous ce qu'on perçoit. Voilà, c'est à cet endroit que j'ai tenté de placer le curseur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette notion d'exclusivité entre ces deux hommes. Ils ne souhaitent pas afficher leur amitié. Ça arrive en effet régulièrement quand on veut conserver quelque chose. Pour le coup, leurs femmes, évidemment, sont au courant, mais pour le reste, il y a une séparation. On a l'impression, une séparation entre la famille et le reste du monde. Comment ça s'explique justement cette volonté d'exclusivité qui les caractérise aussi fortement? Mais c'est vrai que ça arrive très tôt dans le livre, c'est-à-dire que c'est cette scène où ils se rencontrent au tennis et puis Laurent, le coach, les présente l'un à l'autre et en fait, ils taisent, mais sans se mettre d'accord, c'est-à-dire ça s'opère comme ça malgré eux, ils taisent tous deux le fait qu'ils se connaissent déjà. Et là, j'ai envie de dire que peut-être que là, il y a quelque chose qui tout d'un coup s'ajointe sans que ce soit décidé et qui va ensuite grandir et, et prendre plus de place. C'est bah, parce qu'il y a une dimension d'intimité qui est en train de se nouer entre ces deux personnages. Donc c'est une intimité qu'ils n'ont pas envie de rendre manifeste, d'où les rendez-vous au restaurant dans le centre-ville de Saint-Nazaire, chez, chez Marilou, d'où le fait de ne pas évoquer ensemble devant leurs compagnes respectives, devant leurs épouses, ce qui se passe au sein du travail. Il y a quelque chose comme ça, d'une tentative de préserver une intimité, de ne pas l'abîmer ni dans le commun du travail, de son caractère prosaïque, ni dans le commun de le fait de l'afficher. Forme de préciosité à conserver. Est-ce qu'il y a eu dans votre travail, comment dire, dans la construction du manuscrit, du livre, est-ce qu'il y a eu des voix qui ont pu être différentes, notamment sur la fin du livre, ou en tout cas sur cette amitié qui a potentiellement plusieurs branchements, comment dire, plusieurs solutions? Vous auriez très bien pu, j'aurais très bien imaginé un livre avec quasiment des fins alternatives tant cette relation aurait pu prendre différentes ramifications. Est-ce que dans votre construction d'autrice, est-ce qu'il y a eu ces possibilités-là et vous avez dû en sélectionner une? Je savais que ça se terminerait par une chute, entre guillemets, c'est-à-dire le point de départ du livre, pour moi, c'était ce que j'appelle la chute de Marc.
c'est-à-dire l'état de grand désarroi dans lequel il se trouve après toute cette histoire. Donc moi, je savais que c'était ça. Je savais pas. Et puis je pense il a jamais été question. Je savais aussi que ce serait pas du tout une histoire d'amour enfin une histoire d'amour au sens traditionnel du terme entre ces deux hommes. Je savais que c'était pas ça dont je voulais traiter. C'était vraiment cet enjeu d'une relation fusionnelle, forte, intense, mystérieuse parce que eux-mêmes ne comprennent pas ce qui les a jointes comme ça l'un à l'autre. Enfin, surtout Marc, à la limite, peut-être que Paul est peut-être plus de clairvoyance sur ce qui s'opère, mais Marc est très à l'aveugle dans ce qui lui arrive. Alors, de l'autre côté, il y a donc ces deux femmes, Claire et Hélène. Claire du côté de Paul, femme de Paul. De l'autre côté, Hélène, femme de Marc, qui alors ont un rôle très particulier puisqu'elles sont spectatrices, quasiment témoins. On a l'impression que c'est un petit peu vous, finalement. On a l'impression que ces deux femmes sont un peu le regard de l'autrice à travers cette situation sans prendre parti. Euh, elles n'agissent finalement jamais, elles ne dialoguent même quasiment jamais. Je ne crois pas les avoir vues dialoguer ou en tout cas avoir un contact particulier avec leur mari par rapport à cette situation d'amitié. Quel est leur rôle? Quelle est l'implication? Quelle est la volonté derrière Stéphanie Chailloux d'instiller ces deux femmes qui finalement ont un rôle sans en avoir un? Mais l'idée, c'était d'en faire des êtres. Enfin, c'était. Elles sont très rationnelles. Je pense que c'était ça. Elles sont très, très rationnelles et pour l'une, en tout cas, assez froides. Et ça m'intéressait aussi de poser un personnage féminin de ce type. Quand Paul Delacroix, quand il décrit sa femme, il dit que c'est un roc. Et Claire, elle a effectivement cette particularité de savoir ce qui se passe et de ne pas s'encombrer ni de culpabilité, ni de remords, elle est très pragmatique, mais dans un sens qui peut presque frôler enfin, l'égoïsme. Ce qui la satisfait, c'est que finalement que son mari Paul lui revienne. Et c'est assez cynique il y a une phrase du livre qui évoque le fait qu'il leur restitue Marc, le couple de la Croix restitue à Hélène son mari Marc. Bon, il le restitue brisé, mais il le restitue. Elle est presque cynique, Claire. Je trouvais ça intéressant. Et quant à Hélène, elle incarne plutôt la figure c'est celle qui a le lien avec la littérature, entre guillemets, dans le livre. C'est-à-dire que elle est professeure de français, c'est une grande lectrice. Ce qui fait aussi, je pense qu'elle n'a pas un rapport aussi engagé dans le réel. Elle a un rapport aussi exigeant au langage, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas le langage prosaïque. Il y a des remarques qui sont faites sur certains mots qui heurtent ses oreilles ou qui heurtent son entendement. L'esthétique est importante pour elle, donc elle ne s'abaisserait pas non plus à faire des scènes, parce que je pense qu'elle se décevrait elle-même sur qu'elle, euh, l'image qu'elle donnerait d'elle-même. C'est vrai elles ne sont pas finalement jalouses ni possessives par rapport à cette situation-là. Il y a une légère possessivité, mais qui n'est pas forcément évoquée, qui est en filigrane finalement, comme si ça paraissait évident, mais c'est aussi, c'est surprenant finalement d'avoir, en tout cas par rapport à la relation amicale entre ces deux êtres qui sont tout le temps ensemble, qui vivent quasiment dans la tête l'un de l'autre. C'est surprenant de voir ces deux femmes non seulement ne pas réagir, mais en plus ne pas forcément être possessives. Peut-être que ça les arrange. Je sais pas. Peut-être que ça les arrange entre Ouais, guillemets qu'ils s'occupent ensemble. Je ne sais ouais. pas. Euh, Ensuite, c'est là où ça devient plus gênant, c'est quand effectivement il leur échappe. Et Hélène marque quand même à un moment son désarroi. C'est-à-dire elle comprend bien qu'il y a quelque chose qui prend une mesure qui n'est pas une mesure habituelle. Elle dit qu'il a toujours eu des engouements pour des passions comme ça furtives qui se remplacent les unes les autres. Dans le cas de Paul, c'est plus sérieux. Donc il y a un moment, elle saisit bien que c'est inquiétant, mais elle mesure aussi qu'elle n'a pas de marge de manœuvre, qu'elle ne peut rien faire. Et je vais citer un extrait où il y a une phrase très intéressante qui dit, entre guillemets, le fait que cette relation-là échappe à tout le monde. Et je vous lis, la fable familiale. Eux,
les membres de la famille Dumont, les parents, les enfants, une histoire qu'ils n'avaient pas choisie, mais qui les tirait vers le fond. Bientôt, ils ne pourraient plus feindre de l'ignorer. Ça dit ça aussi du livre, ça dit que une relation qui ne leur appartient pas peut finalement faire décliner tous les autres, faire tomber tous les autres. Ce petit grain de sable qui s'instille et qui finalement euh, va rendre un individu totalement, on va pas trop en dire non plus, mais va faire tomber un individu vers le fond. Je trouve que c'est intéressant et c'est encore une fois très subtil de le dire ainsi. Ça dit aussi beaucoup de choses sur la sphère familiale. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous décrivez la sphère familiale. En effet, comme l'a dit Manon aussi, il n'y a pas de gros événements. Et pourtant, on voit les choses petit à petit s'étioler dans la sphère familiale. Et je pense notamment à cette scène dont on parlera juste après sur les enfants qui comptent le nombre de fois où leur père cite le nom de Paul. Moment totalement magique. Enfin, magique. Oui et non, mais en tout cas, pour la littérature, c'est pas magique. Mais effectivement, c'est la question de la fable familiale, c'est la question des récits qu'on se fait à soi-même de ce que l'on est en train de vivre. Et la normalité étant l'un de ces récits, ça rassure, euh, et puis on a tous besoin aussi, je pense, de repères. Mais ce qui s'opère dans le livre, c'est le fait d'être fissuré. Je crois que c'est Deleuze, dans un de ses livres, c'est un entretien, dit comme ça, il parle de ce qui nous traverse, des lignes de force qui nous traversent. Il y a des lignes comme ça pour nous décrire qui sont des lignes très objectives, le métier que l'on fait, là où l'on habite, les personnes que l'on fréquente. Et puis, il parle de lignes de fuite, des lignes souterraines qui sont aussi des lignes qui donnent des trajectoires à nos existences, mais qu'on peut ignorer nous-mêmes. Mais pourtant, ça opère. Voilà, le livre essaie de se situer à cet endroit où des choses s'opèrent malgré nous, euh, des choses intenses s'opèrent malgré nous, nous guident, nous troublent et, et nous constitue, parce que ce qui arrive aussi à Marc, c'est qu'il découvre que l'être qu'il est beaucoup plus complexe que ce qu'il avait imaginé enfin, pendant toute sa vie adulte. Par cette expérience, et c'est comme s'il ouvrait une boîte et se constatait qu'il est beaucoup plus oui, complexe, étranger à lui-même que ce qu'il aurait pu imaginer. Et donc, je lis ce passage magnifique. À la maison, Camille et Benjamin avaient fini par inventer un jeu. Chaque fois que leur père prononçait le prénom de Paul, il se faisait un signe discret, et l'un d'eux allait inscrire un bâtonnet sur le tableau de la cuisine. Normalement dévolu aux listes de courses, rendez-vous médicaux et autres événements relatifs à la vie de famille Dumont, le panneau consignait désormais la nouvelle obsession paternelle. C'est aussi ça, cette sphère intrafamiliale qui prend une place totalement forte, notamment par rapport à cette obsession du père de Marc. C'est une question d'obsession, finalement. Est-ce que l'être humain est totalement happé par ses obsessions? Et on a l'impression que Marc est dans un tourbillon, un tourment finalement d'une obsession. Une obsession qui parfois n'est plus partagée, qui n'est pas partagée et parfois partagée au début, mais en tout cas, elle évolue. Et cette obsession-là, certains s'en sortent, d'autres pas. Et je trouve que là aussi, il y a un sillon à creuser dans votre écriture sur le fait que vous décrivez une relation qui se délite, une relation qui va s'arrêter à un moment donné. Je ne trahis rien, contrairement à ce que dit le goût de la trahison, mais je ne trahis rien. Euh, J'aimerais que vous nous racontiez ça. Est-ce que c'est de la sphère de l'intime? Est-ce que c'est de la sphère de l'imaginaire, du romancier? Comment on décrit une relation aussi subtile et charnue? L'idée, c'est vraiment effectivement de rendre compte de cet effet d'invasion, c'est-à-dire Marc, il est habité il est envahi par la présence de Paul, par l'existence de Paul, à l'image de son territoire, qui est celui de l'île, qui va être totalement lui aussi colonisé, entre guillemets, par cette relation, et tous ses repères, alors que l'île est un lieu de mémoire, un lieu associé à son père, un lieu de souvenir d'enfance, un lieu de stabilité, un refuge, et même ce refuge, c'est ce que... J'espère que j'en dis pas trop non plus, que même ce refuge se trouve souillé c'est-à-dire que ce que Marc n'a pas mesuré,
c'est le danger que peut représenter le fait autrui. Enfin, Paul Delacroix, c'est quelqu'un d'autre, et puis ce quelqu'un d'autre euh, produit des effets qui sont ici assez notoires, assez importants et pas maîtrisés. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'ailleurs sur la manière dont vous alliez décrire Paul et Marc, puisque le lecteur va forcément choisir un camp. En tout cas, je pense que certains lecteurs ont dû choisir un camp. Euh, et c'est pas forcément le but du livre, hein, bien entendu, mais est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Parce que Paul, il a un rôle quand même très particulier. Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose à Paul? J'ai pas l'impression, en tout cas, on peut pas trop en dire non plus, mais j'ai pas trouvé que qu'on pouvait finalement choisir, prendre parti pour l'un et l'autre. Quand on est dans une relation Non. amicale, il faut respecter aussi le choix de l'autre, il faut respecter la fissure, l'arrêt total. Quand on s'ennuie, quand on n'a plus les mêmes ressentis, qu'on n'en a plus les mêmes centres d'intérêt, finalement, est-ce que est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal de trahir une amitié, mais en même temps, est-ce que le mot trahison, le mot trahir est le plus à même? Je ne sais pas. On va en parler juste après, mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de ça, de ce choix en tant que lecteur. Est-ce qu'on doit choisir entre Marc et Paul? Je pense pas avoir écrit un livre qui mette le lecteur en situation de choisir. Au contraire, je pense que les deux personnages, et même les quatre personnages, euh, il y a des éléments qui laissent à penser qu'effectivement, Paul Delacroix lui-même subit son propre comportement. Donc, euh, il s'en va. Ce qui se passe, c'est qu'il s'en va. Marc le vit comme une trahison. A-t-il raison? À chacun de voir effectivement comment il perçoit la chose. Il y a peut-être simplement une dimension de, enfin, de brutalité, c'est-à-dire que il n'accompagne pas son départ. Son départ est brutal, et il est par définition douloureux, mais moi, je pense que même accompagné, il l'aurait été. Donc non, j'essaie de laisser au lecteur une part vraiment à la fois d'interprétation, de construction. Il y a simplement des éléments qui permettent de se faire enfin, une image peut-être de ce à quoi ressemblent Paul et Marc. En tant que personne physique, qui disent aussi des choses. C'est-à-dire que Paul, c'est quelqu'un qui est séduisant. Il est séduisant physiquement, il est séduisant par sa prestance, il est séduisant parce qu'il est comme ça. Et Marc tombe sous ce charme. Et ce goût de la trahison, c'est le titre du livre est issu du roman, puisque c'est Claire qu'il prononce en tout cas pas dans un dialogue, mais vous lui faites donner ce titre-là. Racontez-nous l'histoire de ce titre, le goût pour la trahison, d'ailleurs, dans le texte, c'est le goût pour la trahison et non pas le goût de la trahison. Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ce titre-là? Puisque ça aurait pu d'ailleurs s'appeler le goût pour la trahison de Paul Delacroix, finalement comme c'est écrit dans le texte en son sein. Quelle est l'histoire à propos de ce livre-là, de ce titre? Le titre, alors déjà, le titre, il arrive toujours en fin de roman, hein. Enfin, il arrive rarement. Je crois que j'ai jamais eu de titre qui soit arrivé en début d'écriture. Il arrive à la fin. Et on est passé effectivement du goût du goût pour la trahison de Paul Delacroix au goût de la trahison, puisque là, il y a les deux facettes d'une même pièce, c'est-à-dire il y a le goût de la trahison, avoir le goût de quelque chose, c'est Paul. Ça donne à la trahison sans limite et sans réserve et sans s'encombrer de toute considération éthique ou de prévenance. Ça, c'est une face de la pièce. Et puis l'autre face, c'est le goût de la trahison qu'éprouve Marc en vivant cette même expérience. Euh, En ayant la sensation, peut-être fausse d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la façon dont il perçoit les choses, d'avoir été trahi. Voilà, donc c'est la même façon c'est comment dire, c'est la même c'est la vision distincte d'une même situation et pour l'un et pour l'autre. Très bien. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait, Stéphanie, en espérant Oui, ne pas avoir déjà cité le premier? non, attendez. Ah non. Ah oui, là, je ne trouvais plus mon livre, excusez-moi, j'ai panique. Alors, Marc venait à Noirmoutier depuis l'enfance. À cet âge où l'espace est une notion floue encore. L'espace, son organisation,
un nord, un sud, des points cardinaux. N'existait alors pour le petit garçon que la maison où il vivait avec ses parents, la maison, puis la voiture, puis le pont, bientôt l'île, les deux tours du château. Il y venait avant même de savoir ce que signifiait l'insularité, le fait que les lieux étaient réels et pas seulement imaginaires. Pas comme lui les vivait quand à 3 ans, 4 ans peut-être, il avait découvert la jetée Jacobsen. Un chemin long et venteux, c'est le souvenir qui lui en était resté. Un chemin comme une route infinie. Une route qui ne menait pas à un endroit quelque part, mais qui s'étirait seulement. Un fil entre la mer et les marais. Une route blanche qui filait sous le vent, des roseaux pliés, des aigrettes affolées, et au loin les chênes verts d'un bois sans nom, sombre, inquiétant. Noirmoutier s'était élaboré ainsi dans son esprit, au fil de ses premières impressions. Cette façon unique qu'avaient eu les autres, les choses et les êtres, les paysages, de venir frapper sa conscience, modeler sa perception. Le café noir était resté associé à l'odeur des Gauloises que fumait son père quand ils allaient en ville acheter du vin et des boucaux. Ils prenaient la 4L et partaient tous les deux faire le marché pour ravitailler la maison. Son père l'appelait fiston. L'anse rouge, c'était les bains de la première heure, ceux-là, précisément, quand il se levait, prenait son petit vélo et se rendait seul jusqu'à la crique. Il traversait le bois de chêne vert, apercevait le phare, bientôt l'escalier, puis la plage et ses cabines. Sous ses pieds, le sable était frais, chargé d'humidité. La mer scintillait. Il se déshabillait et se jetait dans l'eau froide. Le liquide était bleu dur. Il éprouvait une sensation particulière alors, une sensation si forte qu'elle lui semblait définitive. Merci Stéphanie. J'aimerais qu'on parle aussi de ces titres de chapitres. Alors, ce ne sont pas des titres de chapitres totalement. Je les ai vus plutôt comme des actes de pièces de théâtre, comme peut-être quasiment des didascalies, comme des interludes, comme une sorte de feuilleton. On voit très bien, ou comme un travelling au cinéma. J'ai trouvé ça subtil et surprenant. J'en cite un, par exemple, le samedi matin. Il se retrouvait à l'entraînement plus loin, les mois passés. Il y a ce côté narratif, ce côté un peu vivant. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui fait très aux derniers romans qui ont été plus, comment dire, adaptés au théâtre? Je ne connais pas votre relation au théâtre, mais est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans cette volonté d'établir ces titres de chapitres? Mais je pense que ce ne sont pas des titres de chapitres. Ce sont plus des interludes. Je ne sais pas comment vous les avez imaginés, mais je trouvais ça plutôt singulier. Moi, je les ai pensés comme des intertitres, c'est-à-dire dans les films muets, c'est-à-dire comme ces cartons comme ça qui annoncent qui est à la fois des éléments qui viennent, comment dire, scander la narration, parfois l'accélérer, parfois souligner quelque chose. L'objet ou la fonction n'est pas toujours strictement la même, mais quelque chose comme ça d'une très grande efficacité narrative assez drôle aussi, parce que les mois passaient, c'est un petit peu, enfin, il y a une dimension de distance dans cette façon d'opérer. Et l'enjeu, c'était ça, c'était d'introduire une forme de distance par rapport à ce récit, de montrer aussi que les éléments avançaient, que les choses s'opéraient, que l'histoire se déroulait, mais qu'on pouvait aussi, en tant que narrateur et ou lecteur, s'amuser d'une certaine façon, prendre un petit peu de distance et regarder les choses avec plus d'ironie ou en tout cas oui, de distance, c'est le mot, j'en trouve pas de meilleur parce que le, l'idée, c'était aussi pour moi de souligner le fait que cette histoire, elle est très importante pour celui qui la vit. Pour Marc, c'est essentiel. Pour nous qui assistons à ce qui se passe pour lui, c'est aussi important. Et en même temps, elle est mince. Je veux dire, il y a peu de péripéties. Elle est ce qui se passe est vraiment de l'ordre du minuscule. Donc, ces intertitres ont aussi pour fonction de souligner peut-être cette chose. Voilà, il y avait une dimension et de jeu, et aussi de jeu, de distance, et puis à la fois d'y être sans y être, de signaler qu'on pouvait y être, mais sans être dupe. Voilà, c'était ça l'intention. Très bien. Et d'ailleurs, il y a cette histoire, mais en effet, je crois que c'est Hélène qui pense que c'est une passade, que ça ne devrait pas durer. Et finalement, ça dure. Ça dure, j'assure. Je crois que ça dure 2 ans de mémoire sur sur les repères temporels.
Vous nous en donnez peu, volontairement aussi peut-être pour nous perdre dans le récit et pour qu'on s'imagine peut-être que ça dure bien plus. Mais cette passade-là, comment on arrive à savoir, à sentir finalement que le lien va durer quand on est à côté, quand on est en dehors de la relation, puisqu'elle est inquiétante finalement. Mais à quel moment on dit, on pense que ce n'est qu'une passade? Mais dans le cas d'Hélène, précisément, ce qui se passe, c'est qu'elle voit que c'est sérieux, c'est-à-dire d'une part dans le temps, en termes de temps, ça ne passe pas, et puis surtout en termes d'intensité, ça augmente. C'est-à-dire là où elle a l'habitude d'appréhender les engouements comme ça furtifs de son mari et de savoir qu'ils vont avoir une fin. Ici, c'est autre chose qui se passe. Précisément, c'est pas une passade. Donc quand elle le saisit, effectivement, euh, quand elle s'en rend compte, ça devient un élément inquiétant. Et j'aimerais citer également une phrase, notamment par rapport au déni. C'est vrai que Marc a un fort déni finalement de son obsession pour Paul. Alors on a souvent plus le point de vue de Marc, pardon, que de Paul. Et pour le coup, voilà, il y a une phrase qui est écrite également. Il ne voulait pas voir combien son attitude changeait en présence de Paul. On sent ce déni constant évoluer. Finalement, est-ce que la sphère familiale n'aurait pas pu, entre guillemets, l'aider? C'est intéressant de voir que finalement, la sphère familiale ne l'a pas tant aidé que ça. Seul le corps médical, finalement, a pu peut-être l'aider, je dis bien peut-être, mais en tout cas, quelle est la volonté derrière de l'exclure, finalement, de toute aide extérieure? Ouais, il y a quelque chose de l'ordre d'un processus qui est à l'œuvre et qui devait aller à son terme, c'est-à-dire euh, ce qui est intéressant aussi au niveau du personnage de Marc, c'est de lui faire traverser cette expérience et il en sort modifié. Donc l'idée, c'était pas de faire l'économie de cette expérience, au contraire, c'était d'aller au bout de cette expérience. Et la forme de sagesse, entre guillemets, d'Hélène, sa femme, c'est de mesurer qu'elle ne peut rien contre ce type de... La sagesse, c'est aussi parfois de mesurer ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. En l'occurrence, elle mesure très bien que ça ne dépend pas, enfin, elle ne peut pas intervenir. Elle est lucide sur le fait que ça ne changera rien si elle intervient. Si ce n'est que ça, elle va peut-être gâcher ou en tout cas salir ou abîmer, peut-être plus que ça ne l'est le cas, sa relation avec Marc. Il y a quelque chose qui opère là entre deux êtres qui à la fois les dépassent l'un et l'autre et qui dépassent aussi tous les protagonistes concernés. Il y a aussi dans le roman des partis pris, qui soient sportifs, localisés finalement. Est-ce qu'il y a une histoire particulière par rapport au tennis? On parle rarement de tennis, à mon grand désarroi, en littérature. Quel est le lien entre le tennis et vous, par exemple? Et notamment, également, peut-être Saint-Nazaire, Noirmoutier, ces lieux qui sont quand même si particuliers, dont on parle aussi peu. Quelle est l'histoire, peut-être plus intime ou personnelle, qu'il y a derrière ces deux thématiques? Non, mais le tennis, c'était intéressant parce que c'est un sport qui est très exigeant sur le fait de la question de la présence, sur le fait d'être là. Et il y a une intensité sur le cours et- qui est possible à un moment pour Marc et puis qui ensuite va disparaître. C'est aussi la question de savoir à quel moment on est pleinement dans son existence. Et Marc est aussi pleinement dans son existence au moment, enfin dans tous ces temps où il vit des choses très fortes avec Paul, mais même si ça va le mener à un endroit difficile. C'est l'idée de l'intensité de la présence, de l'intensité de ce qui est vécu. Puis le tennis, c'était aussi l'idée, généralement, c'est un duel. Il y a une dimension de duel entre les deux. Enfin, il n'y a pas, puisque l'un va quand même Duel, mais ils jouent souvent en double, hein. Donc ils sont à la fois y dans le... laisser quelques plumes. Oui, justement, le tennis, c'est un duel, mais là, ils font équipe, mais jusqu'au moment où ils cessent de faire équipe. Et là où le duel s'opère entre eux.
Voilà, mais après, c'est simplement. Puis après, c'est d'un point de vue sociologique, bon, ça colle bien avec Noirmoutier, avec ce type de personnages qui ont la cinquantaine. Voilà, c'est cohérent, si vous voulez. Et Noirmoutier, Saint-Nazaire, effectivement, c'est peut-être pour le coup, un retour de la dimension autobiographique. Ce sont des coins, des- je connais bien ces endroits, j'y ai passé beaucoup de temps, donc c'était aussi peut-être, je ne sais pas si c'est une question d'hommage, mais je suis assez sensible aux paysages, j'aime les décrire, j'aime essayer de rendre compte du plaisir qu'on peut avoir à être quelque part, à percevoir des choses, des objets, des ciels, des étiers, les marais, voilà, ça c'est une dimension c'est sensible. euh, que je trouve intéressante de travailler comme matière littéraire. Très bien. J'aimerais aussi vous parler du point de vue de la narration, parce que la narration aurait pu être totalement différente. Je pense que vous auriez pu prendre les quatre points, que ce soit Claire, que ce soit Hélène, que ce soit Paul, que ce soit Marc, finalement. Comment s'est opéré ce choix de narration, cet angle de vue qui est un petit peu plus en apesanteur, finalement. On a l'impression que tout le monde parle et que tout le monde prend la parole, mais que finalement personne ne la prend totalement parce qu'il y a quand même cette thématique du silence. Le silence, il est quand même extrêmement puissant dans ce roman-là. Les maris et femmes ne se parlent que très peu. Paul et Marc parlent en effet, mais vous gommez finalement cela dans le roman. En tout cas, on ne les voit pas s'échanger entre eux. Est-ce que cet angle-là, dans votre tête, dans votre esprit d'écrivain, est-ce que ça a été modifié, bouleversé? Est-ce que depuis le départ, il fallait ce point de vue extrêmement omniscient, extrêmement extérieur? Il y a un souhait en tout cas qui est effectivement aussi de celui par rapport au silence de ne pas trop en dire, c'est-à-dire d'évoquer les choses sans les nommer, c'est-à-dire sans les réduire à des mots. Alors il n'y a que des mots bien sûr dans ce livre, mais en même temps ce sont des mots qui, qui n'explique pas. Voilà, je ne dis pas, enfin, qui ne. Je voulais pas, par exemple, avoir un point de vue psychologisant sur ce qui se passe entre les personnages. Je voulais essayer de rendre sensible ce qui s'opère sans lui donner un nom à ce qui s'opère. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est pour ça que ça se fait quand même majoritairement du point de vue de Marc, parce que c'est lui à qui il arrive peut-être le plus de choses en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de sentiments. Il vit l'entièreté de la palette, c'est-à-dire à la fois le plaisir, le plaisir de la rencontre, la fascination grandissante, la joie de s'adonner à cette relation exclusive, et puis ensuite l'abandon, la peine, le désarroi. Donc voilà, après, c'était intéressant aussi de mêler ça avec des approches, des points de vue qui sont plus extérieurs, ceux de Claire, ceux d'Hélène, mais en touche, en mince touche, j'ai envie de dire. Une sorte d'impressionnisme, par petites touches. Mm, Anne, c'est à toi. mm. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Manon. Alors, moi, j'ai pas lu votre livre, je n'ai lu que le résumé. Mais depuis que la rencontre a commencé, donc en 50 minutes, je suis gagnée à vous entendre, même si vous n'en dites pas trop, par une espèce d'angoisse. Ah, En fait, j'ai très bien compris que finalement, il arrive à ces gens tout à fait ordinaires des choses qui, sans être fantastiques, sont assez extraordinaires et inquiétantes, a priori. Est-ce que vous aviez la volonté de créer un climat angoissant sans être un thriller? Au début, Anthony a dit c'est un thriller, je ne sais Un faux plus, thriller. Un faux thriller. un faux thriller. Mais est-ce que quand même, il y a dans votre roman un des codes du thriller qui est créer une angoisse chez le lecteur? je parlerais peut-être pas d'angoisse, mais de suspense. C'est-à-dire, il y a mais ça, je sais pas. Enfin, moi, Moi, mon intention, oui, Pour être honnête, Stéphanie, j'avais oui. rarement lu un roman où il y avait autant de tension, mais en trompe-l'œil. On a l'impression d'être tendu et finalement, on n'est plus tendu. C'est difficile à expliquer. Votre roman, il est très subtil sur ça, sur cette fausse tension, sur ce faux thriller.
Parce que, en effet, Manon l'a dit, il y a peu d'événements. Et en même temps, on est happé par des petites choses qui nous font aller dans d'autres directions. Et le cerveau cogite constamment. Et ça, c'est très fort. Je trouve que vous faites agiter nos cerveaux de lecteurs d'une manière très habile. L'idée de maintenir une tension narrative, ça oui, c'était quelque chose que j'essayais pour aussi que le lecteur ait envie de poursuivre. C'est-à-dire que j'ai tenté d'écrire le livre du point de vue de quelqu'un qui ne saurait pas ce qui va se passer. Enfin, qui à la fois, moi je savais, je savais, mais c'est-à-dire que le lecteur ne sait pas et il a envie c'est cette tension que j'ai essayé de créer, mais de manière assez intuitive. Je veux dire, c'est pas, je me suis pas levée un matin en me disant, voilà, c'est exactement ça que je vais faire. Ça, c'est peut-être ma façon d'appréhender les choses ou d'entretenir un rapport là avec le récit qui est oui, qui est d'essayer de le déployer de l'intérieur. C'est très mince, c'est assez fin, il y a peu de péripéties, mais on est quand même tenu par ce qui se passe, ou par l'ignorance de ce qui se passe ou l'attente de ce qui va se passer. Et en effet, je vois pas d'angoisse. C'est vrai que l'angoisse, c'est pas forcément le bon terme, mais la tension, ouais, le suspense, mais le suspense psychologique peut-être, le suspense de cette relation. Voilà, c'est différent. Sincèrement, c'est très difficile à caractériser. Je pense que vous n'êtes dans aucune case, Stéphanie, et tant mieux d'ailleurs. Ce serait vraiment dommage de vous mettre dans une case. Euh, Par rapport à ça, par rapport à ce trompe-l'œil, ça représente aussi, Manon, j'aimerais t'interroger là-dessus, parce que c'est vrai que il y a quand même une sorte de, j'aime pas ce mot, mais ligne éditoriale. Sur ces romans, ça m'a fait penser à Aurélien Delceau un petit peu. Il y a dans cette collection Notabilia, il y a ce fait d'entrer en subtilité dans les petits événements de la vie quotidienne. À un moment donné, on parle même, je crois, de vie banale, de vie médiocre, je crois, dans Le goût de la trahison. Ces petites vies un petit peu quotidiennes, un petit peu bafouées, simples, classiques, banales, creusées dans le sillon de la banalité. C'est quelque chose qui t'intéresse, Manon, aussi, dans cette littérature et dans cette collection? Oui, alors c'est vrai que je vois tout à fait le point commun que tu établis avec Requiem pour la classe moyenne d'Aurélien Delceau, parce que là aussi c'est le portrait d'un homme où il va avoir un événement qui peut sembler un peu absurde pour la puissance destructrice qu'il aura, qui est la nouvelle de la mort de Jean-Jacques Goldman, et qui remet tout en question. Donc c'est aussi le portrait d'une chute. Oui, euh, moi je pense que... Enfin, je pense que l'écrivain, la puissance de l'écrivain, c'est quelque part de nous révéler des choses euh, sur notre époque, sur nous-mêmes, comme dit Stéphanie, les vies souterraines. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de... Enfin, moi, j'aime bien des grands romans d'aventure aussi en tant que lectrice ou des choses tout à fait exotiques, mais je pense qu'à travers des existences simples, des drames ordinaires, finalement, il y a une capacité à nous toucher vraiment que la littérature nous atteigne et de nous faire voir quelque chose qui, à ce moment-là, dépasse finalement l'impact que ça a eu sur le protagoniste de l'histoire. Moi, je trouve que c'est un choix littéraire intéressant. Et d'ailleurs, pour la tension dont vous parliez, alors moi, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, c'est marrant avec Stéphanie, sur le fait que le narrateur ne sait pas ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression qu'il nous dit jamais qu'il va se passer quelque chose, il nous appâte pas, mais moi, je l'ai toujours vu comme un narrateur qui sait très bien ce qui va se passer et choisit de diriger sa focale sur Marc et sur des événements où lui a le tableau. Et donc, c'est à nous après de remettre les éléments, mais il nous entraîne vers une épouse, il nous entraîne vers l'autre épouse, une scène de déjeuner particulière, une promenade au bord de la mer, parce que lui connaît l'importance que ça va avoir et qui choisit d'orienter son microscope sur cette scène-là. Mais finalement, pour revenir sur les vies ordinaires, enfin, moi en tout cas, en tant que lectrice, le personnage de Marc, oui, il me met dans un état de tension. Je suis dans une empathie très importante avec lui. Pourquoi? Bah parce que je comprends le drame absolu de ce qu'il vit, parce que c'est quelque chose de tout à fait réel. Je veux dire, cet homme de 50 ans qui devient
très très ami avec quelqu'un qui, pour la première fois, a l'impression qu'il peut se livrer, qu'il peut être soi-même, qu'il peut sortir de la fable dont parlait Stéphanie, de cette narration qu'on a sur soi-même, on a réussi, on a construit des choses, etc. Tout d'un coup, il peut parler de son enfance, machin. Et puis son ami l'aime plus, quoi. Il s'en va. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit, je suis très malheureux, mon ami, mon copain ne m'aime plus. Ça a un côté, c'est dramatique. On peut pas, on peut, on peut pas accepter, on peut pas avouer la charge de cette tragédie-là, mais c'est très vrai. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et c'est pour ça que je pense que à travers des petits drames à notre hauteur, en fait, il y a une intensité des sentiments qui peut se révéler. J'avoue être d'accord avec toi maintenant sur le fait que je pense que Marc savait dès le début. Je Ah pense, non, Marc, il sait rien. enfin, Ah non. Maintenant, tu as raison, c'est vrai que, mais peut-être, j'ai dit ça parce que peut-être que la particularité, ça a maintenant raison de dire que le narrateur, il, il- il pose des cailloux pour construire, enfin, pour maintenir cette tension, justement. Mais en écrivant moi-même, je ne savais pas exactement comment ça allait avancer. Donc, je pense que cet état de tension, il est aussi lié au fait que quand j'écris, je, ça avance en même temps que je le fais. Enfin, donc, je pense que ça aussi, ça participe de ce que le lecteur éprouve. C'est maîtrisé, mais a posteriori. Donc, il y a quelque chose de l'élaboration qui garde une forme de sincérité ou en tout cas une part enfin, je ne sais pas comment le dire mieux que ça, mais je pense que ça participe peut-être de la chose. Et pour revenir sur la question effectivement, du caractère minuscule, moi, le mot que j'employais quand j'étais en train d'écrire le livre, c'était le côté un peu dérisoire, c'est-à-dire cette histoire, c'est une petite histoire, mais en même temps, toutes nos vies, enfin, nos vies à chacun, je veux dire, alors, il y a enfin, nos vies à chacun sont faites de ces petites choses, c'est pour ça peut-être, et qui retentissent fortement. Donc, donc c'est aussi ce qui m'intéressait en termes de sujet littéraire, c'est de traiter quelque chose qui est presque rien, enfin, qui est infime, qui n'a pas de forme, qui ne se voit pas, et qui pourtant opère. et puis c'est très subjectif finalement le fait d'être une histoire minime pour Marc. Mm. Peut-être que dans sa vie, cette histoire-là n'est pas minime finalement. Oui, Quelqu'un oui. d'autre, pour Paul, en effet, c'est totalement minime, mais Mm. à mon sens, c'est un événement à la hauteur de ce qu'il est. Et pour lui, c'est au-delà de minime, c'est même... c'est quoi le contraire d'ailleurs, minime? Maxime? Mais pour lui, effectivement, c'est important, c'est magistral. C'est une- Mais oui, 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 c'est ce paradoxe entre d'un côté une situation qui est assez banale, enfin, et en même temps un retentissement intérieur extrêmement puissant. Parce qu'il n'a jamais connu justement d'amitié, je crois. Mm, 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 Dans le roman, je crois qu'il est écrit qu'il n'a jamais connu d'amitié profonde, d'amitié réelle. Donc pour lui, c'est une sorte de bouleversement, de cataclysme. Et pour lui, ce n'est pas minime. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en effet, dans l'échelle du monde, avec différents conflits aujourd'hui entre différents États, bien sûr que cette histoire paraît minime. Mais dans sa vie, elle ne l'est pas. Et je trouve que c'est toujours très subtil de le mettre en avant. On n'a pas parlé de fragilité, parce que clairement, Marc fait office de fragilité. Est-ce qu'on peut... on a quand même deux visions du monde, entre guillemets, qui s'affrontent. Le fait de pouvoir passer outre une histoire, une trahison, une défaite, une victoire. Et de l'autre côté, quelqu'un qui ne peut pas, qui ne résiste pas au déferlement de ce qui s'est passé dans sa vie. C'est aussi ça, ce que raconte le goût de la trahison. Comment vous avez travaillé cette matière textuelle, cette matière des émotions, cette matière de la nature que vous évoquez aussi? Comment vous travaillez en tant qu'écrivain le mot? Puisque tout à l'heure, vous disiez que vous alliez sous le sens, sous les mots finalement. Comment ça se travaille concrètement en termes littéraires? Mais l'idée, c'est à la fois de nommer sans le faire, c'est-à-dire essayer d'attraper quelque chose avec des situations, des paysages. Euh, c'est un travail
peut-être, c'est un travail de la langue, c'est un travail aussi du, du, qui s'appuie sur du regard, qui s'appuie sur des éléments d'observation qui me nourrissent, ce que je vois moi-même, ce que j'aperçois chez les uns, chez les autres. Enfin, voilà, c'est la matière, ce que je vis, c'est de la matière comme ça qui est plurielle, qui s'attrape. Le fait d'être vivant et d'être un être qui perçoit fait que c'est toute la matière que je mets ensuite dans les livres et j'essaie, ça c'est quelque chose qui est important et c'est très agréable de pouvoir le travailler avec Manon comme ça sur la forme finale du livre. C'est d'essayer aussi de maintenir cette exigence d'un travail de la langue et que les choses se placent vraiment à cet endroit. Euh, de, f- Comment dire que la narration, que le récit opère par la langue. C'est ce que j'essaie de faire. Je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que Marc, d'ailleurs, il est encore dans votre vie? Est-ce qu'il vous habite? Parce c'est quand même un personnage qui marque, en tant que lecteur, ça marque. Alors j'imagine en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, est-ce qu'il est présent dans votre esprit depuis la fin du livre, enfin depuis depuis l'édition, la publication du livre, est-ce qu'il est encore présent dans votre tête? Enfin, ça me fait ça à chaque fois. Quand le livre paraît, il s'en va. C'est-à-dire après, il fait sa vie, il appartient au lecteur. Le livre se détache de moi. Donc, comme les personnages se détachent aussi de moi. Donc, non, Marc n'est plus présent. Et puis, je commence moi-même un autre récit. Donc, non, il y a un moment, quand le livre est publié, il y a quelque chose de l'ordre de la séparation, pour le coup, qui s'opère et qui fait que l'objet est devenu un objet matériel. Auquel on fait attention d'ailleurs aux éditions Notablia, ça c'est une dimension importante. C'est devenu un objet matériel qui, voilà, qui part dans le monde et qui fait sa vie. Et les personnages sont dans le livre et voilà. Pour l'instant, après peut-être que ça peut changer, je ne sais pas. Vous m'avez tendu une perche sur le récit que vous êtes en train d'écrire. De quoi s'agit-il, si on peut en parler? Est-ce que c'est de la jeunesse? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est un roman? Non, c'est un roman à nouveau, mais j'en parle pas, j'en parle jamais tant que c'est pas fait. Je pense comme tout le monde d'ailleurs. Eh, non, il y a certains auteurs Ah qui en oui? parlent. Non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ok. J'aimerais que vous nous parliez, je demande toujours aux auteurs de choisir un auteur méconnu, un livre méconnu qu'ils aimeraient remettre en avant au goût du jour pour faire découvrir à d'autres lecteurs un livre qui en effet n'a pas reçu de prix prestigieux, mais qui n'en demeure pas moins extrêmement intéressant. Qui avez-vous choisi, Stéphanie? Alors j'ai choisi ce que là vous m'avez prise un petit peu de débeauté comme ça, mais c'est une lecture que j'ai faite qui m'a vraiment marquée. Ça s'appelle Rousse de Denis Infante et c'est aux éditions Tristram et c'est un livre. Denis Infante, c'est son premier roman, je crois, et c'est un livre qui a eu un grand succès librairie, mais c'est pas comme ça qu'il est arrivé jusqu'à moi. C'est une connaissance, une amie qui me l'a donné à lire et c'est très beau. C'est un conte pour adultes. Et il y a un travail sur la langue qui est incroyable puisqu'il n'y a aucun adjectif, aucun article défini ou indéfini. Donc c'est un texte où le travail de la forme retentit vraiment enfin, permet de rendre compte de la perception du personnage principal qui est une renarde. Donc on est c'est une dystopie, on est dans un monde dans lequel les humains ont disparu et on suit comme ça les pérégrinations de cette renarde qui va quitter son territoire bien connu pour aller voir le monde et on est vraiment à hauteur de sa perception par ce travail sur la langue. C'est un très très beau récit. C'est très poétique, c'est très beau, c'est très sensible. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Et il est paru plutôt récemment, je crois, dans Il est les... par en début d'année, oui. Et la deuxième question, c'est celle de l'avenir. Je vous propulse en 2074, dans 50 ans. Quel monde vous voyez autour de vous, Stéphanie Chailloux? Bah, si je me fie à aujourd'hui, c'est plutôt inquiétant. Donc, je vais essayer de m'abstraire de la situation actuelle pour imaginer peut-être un monde dans lequel, justement, pour revenir aux animaux ou en tout cas aux vivants, un monde dans lequel on- l'humain serait un petit peu moins arrogant et puis porterait peut-être plus attention
aux choses petites, que ce soit les êtres, déjà se délaisse ou se départissent de sa hiérarchie en pensant qu'il est supérieur à tout le monde, et puis porte une attention comme ça aussi bien aux animaux, aux vivants, qu'aux choses infimes. Voilà, j'aimerais un monde comme ça. Et on espère que Paul pourra téléphoner à Marc d'ici là. Oui. Je vous propose de finir cette rencontre avec un deuxième extrait, Stéphanie, Oui. vous allez nous dire. Les choses s'étaient faites naturellement. Un samedi, Paul avait invité Marc à boire un verre après l'entraînement. Les premiers signes du printemps pointaient timidement. Il le conviait avec sa femme et ses enfants, l'occasion de faire plus ample connaissance. Leur maison se trouvait à l'entrée du village du Vieil, il ne pouvait pas rater le portillon vert en fer forgé. Marc avait accepté sans hésiter. Il était curieux de voir où vivait Paul Delacroix. Quand il avait aperçu la bâtisse le soir même, il avait été surpris par sa taille, son caractère cossu. Bâtie à la fin du XIXe siècle, la maison s'élevait sur 3 étages. Ses fenêtres étaient hautes et larges, certaines s'ouvraient sur des balcons. La propriété, ceinte de murs, était bordée d'un chemin de ronde. À marée haute, celui-ci était submergé par les vagues qui venaient frapper contre les blocs en granit. Marc connaissait bien la plage du Vieil. Petit, il y avait passé des après-midi entières. Accroupi au bord des flaques salées, il ramassait des bigorneaux, des couteaux, décollait les berniques des rochers. Il s'amusait à taquiner les anémones de mer, leurs tentacules affolés par cette présence étrangère qu'il tentait vainement d'enserrer son index. Il pouvait rester des heures à jouer sur les roches, absorbé par ce monde qu'il découvrait, les puces de sable, les algues visqueuses, les étoiles de mer, toutes ces présences mortes ou vivantes, les crabes, les coquilles d'huîtres, les méduses échouées. Souvent, il ne voyait pas la mer monter. C'est seulement quand l'eau venait lécher ses bottes qu'il relevait la tête et s'apercevait que la mer était haute déjà, et il devait se dépêcher. Il courait alors à toute allure vers le rivage, éclaboussé par sa propre vitesse. En se dirigeant vers le portillon vert ce jour d'avril, Marc s'était souvenu qu'enfant il trouvait la bâtisse inquiétante. Il n'aurait pas su dire pourquoi à l'époque. Si c'était à cause de tout ce granit, la couleur sombre des volets, ou bien les 2 cheminées qui se dressaient contre le ciel, telles des gardiennes hostiles. Mais il éprouvait toujours une forme d'appréhension quand il apercevait l'édifice. Près de 40 ans plus tard, cette sensation s'était complètement évanouie. Et au moment de s'approcher de l'interphone, Marc Dumont n'avait plus prêté attention qu'à une chose, la plaque de cuivre accolée au bouton. Gravée en lettres capitales, on pouvait y lire Famille de la Croix. Il avait sonné. Quelques secondes plus tard, la grille du portillon s'ouvrait. Gravillonnées, les allées du jardin semblaient dessiner des arabesques autour de massifs de buis agrémentés de délicates fleurs blanches dont Marc ignorait le nom. Une allée centrale menait jusqu'au perron. Paul Delacroix les attendait. Merci Stéphanie. Et d'ailleurs, je repense à cette couverture de fleurs de pissenlit. On n'en a pas parlé, mais alors évidemment, quand on lit le roman, il y a en effet on comprend un petit peu, mais quelle était la volonté derrière cette couverture qui n'a de prime abord comme ça, rien à voir évidemment avec le roman, même si on pourrait imaginer beaucoup de métaphores sur le fait de souffler sur cette fleur et que tout finalement s'écroule. Un simple souffle pourrait éradiquer une amitié, mais est-ce que je vise juste? Est-ce qu'il y a une autre signification à cette couverture? Non, effectivement, c'est à la fois un écho à l'un des passages du livre, sur lequel on ne va pas revenir, parce que comme ça, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous découvrirez. Et puis, il y a aussi cette idée, les pissenlits, c'est à la fois, là, dans l'image, tous les pistils sont là, donc c'est à la fois très, 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 presque parfait et extrêmement fragile. C'est peut-être aussi le, le, un symbole fort de la fragilité. Et par ailleurs, ces choses qui s'envolent quand on souffle sur les fleurs de pissenlit, ça s'appelle des aigrettes, comme les oiseaux d'ailleurs, à cause de leurs petites plumes. Ça s'appelle des aigrettes et ça a une particularité physique, c'est que ça s'envole très 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 loin. C'est étudié en sciences pour travailler, pour travailler l'innovation sur la question du mouvement. Donc voilà, il y a toute cette dimension, à la fois c'est assez parfait, extrêmement fragile et ça va très loin. Eh bien, parfait.
Merci. On espère que ce sera la même destination pour votre carrière d'écrivain. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment à toutes les deux et à tout le monde. Merci Manon, merci Stéphanie pour cette rencontre qui sera bientôt disponible en replay et en podcast, évidemment. Merci à vous. Merci Anthony pour l'invitation et merci à toutes les personnes présentes ce soir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.